Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons traiter du royaume de Macédoine sous la dynastie des Antigonides. Donc, on s'était arrêté dans la chronologie à la dynastie assez éphémère des Antipatrides, donc qui sont donc les descendants d'Antipater à travers son fils donc Cassandre, qui est devenu roi de Macédoine vers 305. Et après sa mort, donc en 297, des fils de Cassandre et des neveux vont lui succéder, sauf que la Macédoine va rentrer dans une période de chaos et d'anarchie, et que avant l'avènement des Antigonides en 277, eh bien, il y a eu une douzaine de rois ou de prétendants. Parmi les plus importants, on peut citer Démétrios Poliorcète, Pyrrhus, roi d'Épire, et Lysimaque, roi de Thrace. Donc les dialogues tentent, ou les épigones, leurs héritiers, de récupérer la Macédoine. Donc c'est une période de chaos, d'anarchie, et c'est Antigonatas qui va finalement prendre le pouvoir en 277. On y reviendra sur le contexte, bien sûr, après sa grande victoire contre les Celtes. Donc on les appelle les Antigonides, mais c'est pas en rapport à Antigone de Gonatas, c'est en rapport à Antigone le Borgne, donc son grand-père, qui est bien sûr un diadoque, un général de Philippe et d'Alexandre, qui a voulu constituer un empire eurasiatique et qui a envoyé son fils Démétrios se battre en Grèce, et donc c'est le fils donc de Démétrios, qui s'appelle Antigone II Gonatas, qui a finalement pris le pouvoir et instauré la dynastie Antigonide, donc il va régner sur la Macédoine pendant plus d'un siècle, et qui va donner 6 rois à la Macédoine, dont 2 principaux, on dira, Antigone II Gonatas, qui a eu un long règne, et Philippe V, celui-là même qui a combattu les Romains. Donc la dernière partie consacrée justement aux guerres macédoniennes contre les Romains seront vues dans une autre vidéo pour pas alourdir ou complexifier le propos, parce que c'est une période un petit peu complexe là, les histoires avec les Romains et les jeux d'alliance. Donc pour revenir aux Antigonides, c'est que donc on avait bien compris que le nom vient d'Antigone le Borgne, mais qui n'a jamais régné sur la Macédoine. Lui, il a été roi d'Asie avec son fils d'ailleurs en 305, et que les Antigonides montrent, on va dire une relative sagesse, une relative pondération, parce que une fois qu'ils seront installés au pouvoir, ils vont pas se lancer dans de grandes conquêtes, notamment comme l'Agile ou les Séleucides, et ils ont une politique extérieure relativement prudente, qui vise, on imagine bien, à maintenir l'hégémonie macédonienne en Grèce, mais ils ont abandonné les grands desseins de conquête asiatique, et ils vont se concentrer aussi sur le contrôle de la mer Égée et des détroits hellespontiques. Donc bien sûr, ils vont rencontrer l'hostilité de certaines cités grecques, dont Athènes et surtout Sparte, et faire face à l'avènement des grandes ligues fédérales qui vont dominer toute la scène politique grecque, notamment la ligue étolienne. Donc ils vont faire face à la thalassocratie lagide en mer Égée, ainsi qu'aux ambitions des Attalides et des Séleucides, notamment en Thrace. Donc d'ailleurs, ça me fait penser que la carte qui fait office d'illustration date du règne donc, de Philippe V. Alors il n'y a pas eu de grandes évolutions par rapport à la période précédente, à part évidemment les territoires sous protectorat romain en Illyrie, ainsi que l'extension du royaume de Pergame en Anatolie. Mais globalement, la situation en Grèce continentale n'a pas changé durant on va dire, tout le IIIe siècle, sous les Antigonides. Alors, ils doivent aussi faire face à des incursions de peuples dits barbares, notamment les Celtes, au départ du règne en 277, on a vu la grande bataille d'Antigone contre les Celtes, et aussi les Dardaniens, un peuple apparenté aux Illyriens qui a fait tant de mal d'ailleurs, même aux Argéades précédemment. Donc le souverain, clairement le plus ambitieux de la dynastie, en tout cas le plus connu à travers les sources, c'est Philippe V,
qui lui a des ambitions certaines. Hein. Il cherche à s'implanter en Illyrie et à établir des protectorats en Anatolie. Donc il sort un petit peu, on va dire, de la zone de confort des précédents Antigonides. Et les Antigonides finissent par être éliminés à l'issue des guerres de Macédoine contre la République romaine. Ensuite, le flambeau sera repris par Persée, donc le fils de Philippe V, et les Macédoniens sont définitivement vaincus à la bataille de Pydna, ce qui marque évidemment la fin de la dynastie et la fin du royaume, tout simplement macédonien, et le début de la République, de la province romaine de Macédoine. Donc à voir que sous les Antigonides, les institutions du royaume de Macédoine vont rester assez stables par rapport à celles connues sous les Argéades, alors que l'économie connaît une prospérité certaine avec l'essor de deux grandes cités, Péla et surtout Thessalonique, qui a été donc fondée par Cassandre, si je ne me trompe pas. Alors, on va revenir sur Antigone II Gonatas. Donc, je passe, on va dire, l'épisode Démétrios, qui est un petit peu complexe. Il y a eu beaucoup de retournements d'alliance. Donc, tout ça, on l'a vu déjà dans le contexte quand on a parlé, pour ceux qui ont vu les vidéos, sur le règne, on va dire, d'Antigone, qui avait comme principal, on va dire, capitaine son propre fils Démétrios. Donc il va être éphémère roi de Macédoine et il finira par être évincé par Pyrrhus, allié à Lysimaque. Et donc on comprend à l'aune de cela que Antigone II, donc son fils, s'estime être le successeur légitime. Sachant que Antigone, son grand-père, donc le Borgne, avait pris le titre de roi d'Asie vers 305. Donc il va profiter de cette période, on va dire, d'instabilité et d'anarchie qui prévaut du temps des Antipatrides pour prendre le pouvoir à l'issue donc d'une grande bataille, la bataille de Lysimakéa. Donc on est là en Thrace. Alors, il s'agit plutôt d'une grande embuscade, mais enfin en tout cas, pour faire court, les Macédoniens et certains mercenaires grecs emmenés par Antigone II parviennent à battre les Celtes durant la fameuse grande expédition qui les voit aller jusqu'à Delphes, c'est bien connu. Et donc cette retentissante victoire fait qu'il parvient à se faire proclamer roi, donc par l'assemblée des Macédoniens en armes. Sachant, comme on imagine bien, la Macédoine est durement affaiblie par 2 décennies de guerre civile, sans compter évidemment les ponctions humaines ou économiques opérées du fait de la conquête d'Alexandre. Donc il va se consacrer à redresser le royaume et en tout cas à le placer à l'écart des grands conflits entre l'Agide et Séleucide. Et il se montre d'ailleurs attaché à la tradition. Il va ramener la capitale à Péla, où elle avait été placée un temps, la capitale avait été placée à Cassandria et à Démétrias, donc sous Cassandre et ses successeurs. Et donc il ramène la capitale dans le cœur historique du royaume. Et il va tout de même maintenir de fortes garnisons en Grèce pour garder évidemment l'hégémonie macédonienne en Grèce et placer à la tête des cités des gouvernements fantoches. Sauf que tout ça, ça coûte cher et en fait ça va pénaliser la reconstruction militaire de la Macédoine. Alors à voir pour faire court sur les aspects, on va dire politiques, c'est que Pyrrhus qui rentre d'Italie après ses batailles contre les Romains, donc le roi d'Épire, tente de reprendre la main en Macédoine, mais il est finalement vaincu dans le Péloponnèse d'ailleurs, à Argos, au moment où justement les Macédoniens interviennent contre Pyrrhus. Donc la menace de Pyrrhus prend fin en 272. Sauf que les Grecs, emmenés par le parti anti-macédonien à Athènes, d'un dénommé Crémonides, manœuvrent avec succès pour un rapprochement historique avec Sparte en 268.
Et de nombreuses cités donc du Péloponnèse et de Crète, bien contentes de mettre fin à l'hégémonie macédonienne, rejoignent cette alliance soutenue par Ptolémée II. Ce qui marque le début donc de la guerre crémonidéenne du nom de Crémonides, qui a laissé son nom au décret de guerre. Donc les opérations ont lieu essentiellement autour de Corinthe, le traditionnel verrou défensif de la Grèce centrale, évidemment point central du dispositif macédonien, qui est tenu par un demi-frère donc d'Antigone, qui s'appelle Cratère. Dans le même temps, Antigone assiège Athènes, finalement, la ville affamée capitule en 261. Et donc la guerre crémonidéenne se termine par une défaite des Grecs. Donc la décennie suivante voit Antigone II mener donc une politique agressive dans les îles Égéennes. Il va se mêler au conflit entre Séleucide et Lagide, et il se montre l'allié fidèle des Séleucides contre les Lagides, et il remporte une grande victoire navale à Kos vers 255 dans le contexte de la guerre de Syrie entre Lagide et Séleucide. Et il y a une nouvelle victoire aussi, alors un petit peu parfois dur à dater, dur à placer. Je peux en témoigner parce que j'ai créé la page sur Wikipédia, la bataille d'Andros, qu'on sait pas trop situer, on sait pas trop la situer clairement dans la chronologie. On pense vers 245 et on suppose que c'est une victoire, là encore, de la flotte macédonienne contre la flotte lagide. Donc on retient deux batailles, 10 ans d'écart, Kos et Andros, mais elles sont pas très très claires dans la chronologie. Donc la fin du règne d'Antigone de Gonatas est marquée par la révolte du fils de son demi-frère, qui s'appelle donc son demi-frère s'appelle Cratère, et ce rebelle s'appelle Alexandre, autour de Corinthe, et c'est aussi la période qui voit le début de la formation de la Ligue achéenne dans le Péloponnèse, et qui va fédérer les Péloponnésiens. Alors la sécession du dénommé Alexandre est de courte durée car il meurt rapidement. Et Antigone parvient finalement, pendant des préparatifs de mariage, à s'emparer de l'acro-Corinthe, et il restaure la domination macédonienne sur l'isthme de Corinthe ainsi que sur l'Eubée. Alors à voir aussi que, on avait dit, la Ligue achéenne prend son essor avec le fameux Aratos de Sicyone qui s'empare de Corinthe, sauf que là, Antigone ne réagit pas et se contente de faire entrer en guerre les Étoliens contre les Achéens. Et donc après quasiment 40 ans de règne, c'est, on peut dire ni plus ni moins, le plus long règne de l'histoire du royaume de Macédoine antique. La Macédoine n'a pas totalement retrouvé ses possessions en Grèce, elle a même perdu, on l'a dit à l'instant, Corinthe, et elle doit faire face à deux ligues émergentes, la ligue étolienne et la ligue achéenne. Alors je vais aller un petit peu plus vite sur son successeur qui est moins connu, c'est Démétrios II, donc qui est associé à son père à la fin du règne, et il est déjà un homme assez mûr quand il accède au pouvoir. Et donc en 240, il doit lutter contre une coalition des ligues étoliennes et achéennes qui entrent en guerre contre la Macédoine. Alors il entend quand même se rapprocher de l'Épire en épousant une princesse épirote, et il va passer à une stratégie offensive avec pour ambition de reprendre le stratégique détroit de Corinthe, en tout cas la cité de Corinthe. Donc il y a une guerre qu'on appelle la guerre démétriaque, où il lutte contre les Étoliens et les Achéens, même si ces derniers parviennent à s'étendre dans le Péloponnèse. Et dans le même temps, donc la monarchie épirote des Molos prend fin, ce qui encourage les Étoliens à mener des velléités de conquête en Darcananie. Et finalement, alors c'est les Illyriens qui interviennent, qui chassent les Étoliens et mènent de différentes incursions. Et une nouvelle armée donc illyrienne ravage les cités de la côte épirote et défait une flotte achéenne et étolienne. Donc là, on voit tout le contexte du peuple illyrien qui va pas mal peser dans la fin de la période.
Parce que les Illyriens, par leur expansion, commencent à attirer l'attention du Sénat. Et c'est la première guerre d'Illyrie, donc c'est la première intervention, on va dire, de l'armée romaine, on pourrait pas dire la Grèce, mais enfin en tout cas au-delà de la mer Adriatique. Et en 228, c'est la défaite des Illyriens. Donc on y reviendra parce que c'est par les Illyriens en fait que sont arrivées les premières guerres entre les Romains et les Macédoniens. Donc on voit sur la carte que justement les Romains vont instaurer un protectorat en Illyrie. Donc j'ai fait court, parfois un petit peu complexe avec tous ces retournements d'alliance entre Achéens, Étoliens et Illyriens, mais enfin en tout cas voilà, retenez le peuple illyrien qui va commencer à peser dans la vie politique de Grèce. Donc à voir aussi qu'il y a des invasions, donc des Dardaniens, qui sont aussi là un peuple illyrien, alors peut-être mélangé à des Germains, avec une invasion, donc c'est bien une tribu thraco-illyrienne, voilà, les Dardaniens, et les Macédoniens sont défaits par cette incursion des Dardaniens qui avaient déjà mené de nombreuses conquêtes, de nombreuses incursions du temps des Argéades, et Démétrios trouve la mort au combat en 229, donc ce qui ouvre une période d'incertitude parce que son jeune fils, le futur Philippe V, n'est pas en âge de régner, et donc c'est son cousin, Antigone III d'Ozone, qui exerce la régence. Donc d'ailleurs, le titre d'Ozone, que je regarde ça, voudrait signifier le tuteur, étymologie inconnue, mais ça pourrait venir du verbe donner, sous-entendu celui qui restituera le pouvoir. Donc bref, on pourrait dire un tuteur, un régent, mais qui va être un bon roi, c'est Antigone III d'Ozone, il est le cousin du précédent, Démétrios II. Donc il est d'abord, on l'a vu, désigné stratège et tuteur, on pourrait dire régent du jeune roi Philippe V, qu'il adopte après donc avoir épousé sa mère qui s'appelle Chryséis. Alors on pense qu'il a quand même reçu le titre royal en 227, même si c'est pas très très clair, mais enfin on peut le considérer comme un roi, ni plus ni moins. Et il va mettre fin à la menace des Dardaniens, même si ceux-ci restent toujours en Péonie. Donc il lance une offensive également en Carie. Alors les motifs de cette expédition en Asie restent inconnus. Peut-être qu'il s'agit de contester l'influence des Lagides, car à cette date, Ptolémée III soutient la Ligue achéenne. Donc d'Ozone parvient à éteindre son influence en mer Égée et à prendre le contrôle de la Carie, sachant que un royaume est entré un peu dans le jeu aussi en Asie mineure, c'est Pergame, avec Attal Ier qui vient de battre un prince séleucide, donc Antiochos Hiérax. Pour autant, la Carie n'a jamais été l'objet d'une véritable occupation, mais on peut le voir ici sur la carte, les différentes possessions donc en mer Égée. Donc on voit bien que toute la mer Égée est sous tutelle macédonienne, à peu près à la période dont on parle, fin du IIIe, et également la Carie, donc autour de Milet et d'Halicarnasse principalement, qui font un peu le tampon entre Séleucide et Lagide. Alors là où Antigone d'Ozone va être un grand roi, en tout cas pour la Macédoine, c'est qu'il va restaurer de façon évidente l'hégémonie macédonienne dans le Péloponnèse. En fait, il est appelé par les Achéens, ses anciens adversaires, qui s'inquiètent en fait des réformes lancées par un roi assez révolutionnaire qui s'appelle Cléomène III, dont j'ai déjà parlé parce que j'ai fait un topo sur la bataille de Sélasie pour ceux que ça intéresse. Donc j'ai pas trop développé Cléomène III, mais voilà, il a lancé des réformes agraires, il appelle un peu à la rébellion aussi contre les oligarchies. Et le parti macédonien dans le Péloponnèse, et donc un retournement d'alliance comme seuls les Grecs savent le faire. Donc les Achéens, qui étaient les ennemis des Macédoniens, appellent à l'aide les Macédoniens contre le roi de Sparte, Cléomène III, donc ce qui va lancer la guerre cléoménique.
Donc Antigone va en profiter pour restaurer la Ligue de Corinthe, donc tout de même, qui avait été donc bien sûr créée par Philippe II, reprise par Alexandre, et aussi plus tard bien sûr par Antigone le Borgne, leur lointain aïeul, en regroupant dans une coalition la moitié de la Grèce. Et Dozon reçoit voilà, le titre d'hégémon de cette alliance autour de la Macédoine, de la Ligue achéenne, de l'Épire, de la Phocide, et j'en passe. Donc il va défaire Cléomène dans la grande bataille de Sélasie en 222, ce qui marque voilà la fin de Sparte, ni plus ni moins. La ville sera occupée pour la première fois de son histoire. C'est une grave défaite, c'est le chant du cygne de la grandeur spartiate, la bataille de Sélasie. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus. Et il faut voir que Dozon, tout de même, c'est pas rien. On rentre à Sparte, qui n'avait jamais été profané par un ennemi victorieux. Et donc Dozon est vu comme bienfaiteur des Grecs après sa victoire contre Sparte. Sauf qu'il meurt de maladie l'année suivante, après une dernière victoire contre les Illyriens. Et c'est son petit-neveu, Philippe V, qui va donc lui succéder et lancer une politique très ambitieuse, et conclure d'ailleurs aussi une alliance avec Hannibal le Carthaginois, et lancer de grandes guerres contre les Romains à propos de l'Illyrie. Je vais pas développer cette partie-là, on verra Philippe V et Persée dans une seconde partie. Et on fera aussi une autre vidéo pour terminer sur les institutions macédoniennes du temps des Argéades et des Antigonides. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt.